Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Le sommaire de cette édition. La 12e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou, les engagements de la Côte d'Ivoire sur la santé reproductive et la croissance démographique maîtrisée, réaffirmés par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Le pays augmente sa contribution financière pour des stratégies innovantes pour l'accès des jeunes à la planification familiale. Santé reproductive et éducation, des réflexions sont menées sur l'avenir des filles en situation de grossesse et en cours de scolarité. Un atelier est conduit par l'ONG Jeunes Femmes Lève-toi. Des précisions au cours de cette édition. Et puis en sport football, le Nigeria est sur le podium des meilleurs joueurs du football africain. Le Nigérian Victor Osimhen et sa compatriote Assissa Tachoala du FC Barcelone de l'Espagne ont été respectivement désignés Ballon d'Or masculin et féminin africain de l'année 2023. Bienvenue à tous. La 12e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou s'est tenue hier sous la présidence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Les parties prenantes se sont fixées pour objectif d'atteindre 13 milliards d'utilisatrices de méthodes modernes de contraception d'ici 2030. Et la Côte d'Ivoire annonce de 2,5 milliards de francs CFA, une contribution financière pour booster cette stratégie. Franck Quadio. La 12e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou, rapport ouverte sur la thématique genre et santé reproductive, les stratégies pour un changement social et comportemental en faveur de la jeunesse. Abidjan accueille l'événement pour la seconde fois. En effet, le thème de notre réunion annuelle, mentionné plus tôt, qui s'était tenu à Abidjan, était la multisectoralité. Nous voici 7 ans plus tard, avec un bon nombre de ministres, dont ceux de la santé, de la famille, de l'éducation, du plan, de la jeunesse. Pour nous, au partenariat de Ouagadougou, la planification familiale est un vecteur de développement, de capital humain, et également un facteur du développement économique et social. Et dans la capitale économique ivoirienne, il s'agit de mobiliser les énergies. La jeunesse est en première ligne. Cette réunion est une opportunité inestimable pour discuter une fois de plus de la planification familiale, accentuant ainsi la réflexion conjointe entre les 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou qui se sont fixés pour objectif principal d'avoir près de 13 millions d'utilisatrices de méthodes modernes d'ici 2030. Cette vision noble, portée essentiellement par les États avec l'appui des bailleurs, des instituts de recherche et de plusieurs fondations, constitue des efforts fort appréciés par les jeunes que nous sommes. 13 milliards d'utilisatrices outillées aux méthodes contraceptives, cela est possible avec l'appui des partenaires. Ainsi, guidé par cette politique dans notre engagement avec le partenariat, le Canada continuera de plaider en faveur de la planification familiale dans le cadre d'une approche globale visant à faire progresser la SDSR des femmes et des filles dans les pays du partenariat. Et la région couverte par le partenariat de Ouagadougou fait face à des taux de mortalité maternelle et infantile encore préoccupants et à des faibles taux de prévalence contraceptive et à un taux élevé de besoins non satisfaisants. Et pourtant, malgré ces défis, les pays réalisent des progrès importants. Des progrès réalisés à l'exemple de la Côte d'Ivoire qui s'inscrit en modèle. Le pays s'est engagé, lors du sommet de Londres en 2012, à améliorer l'accès et l'utilisation de la contraception moderne. Pour ce faire, notre pays a élaboré son plan national budgétisé de la planification familiale sur la période 2021-2025 avec l'appui du partenariat de Ouagadougou et d'autres partenaires techniques et financiers. Ce plan prévoit d'atteindre une prévalence contraceptive moderne de 32,5% d'ici à 2025, suivant des axes majeurs. Il s'agit notamment de sensibiliser les communautés pour accroître la demande en adaptant les messages à chaque public. L'objectif poursuivi est de parvenir à une intégration des services à toutes les portes d'entrée, consultation prénatale, consultation postnatale, à travers ces actions. La Côte d'Ivoire compte augmenter sa prévalence contraceptive. Et comment? La recette est donnée par le chef du gouvernement ivoirien. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je voudrais confirmer nos engagements inscrits dans le Family Planning 2030 pour la production de la planification familiale, pour la capture du dividende démographique et la prévention des décès maternels, néonatals et infantiles évitables.
il s'agit de mettre en place des mesures pour faciliter 4 choses. L'accès aux femmes à la gratuité de la planification familiale sur toute l'étendue du territoire, notamment pour les adolescents et jeunes. L'augmentation de la contribution financière du gouvernement de 400 millions de francs CFA à 2 milliards 500 millions de francs CFA. La troisième, la disponibilité des produits contraceptifs. La quatrième, l'institution de semaines nationales d'intensification de la planification familiale. Des engagements qui traduisent les efforts du gouvernement ivoirien en faveur du partenariat de Ouagadougou, qui s'exprime aussi par un appui à l'agenda régional sur les questions de la reproduction. Panel et différentes rencontres meubleront les assises d'Abidjan qui, rappelons-le, prennent fin le 13 décembre prochain. Et le Premier ministre, après cette réunion de haut niveau, s'est entretenu avec le leader mondial de l'Organisation des Églises aristes, le patriarche Nanguié Jaco Faustin. La communauté religieuse souhaite s'impliquer dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra à partir du mois de janvier. Franck Kouadio. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé poursuit son inlassable campagne pour la mobilisation des hommes de foi autour du projet Cannes 2023. Au siège de l'église du Christ Mission Ariste à Vridi, le chef du gouvernement rencontre le patriarche Faustin Adjeko Nangui, président mondial. Prière introductive et civilité, la mission est la même que celle assignée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé le jeudi dernier aux leaders de diverses confessions religieuses. Ici aussi, une prière œcuménique et des intentions de prière pour la réussite de cette vaste organisation qui a pour finalité rehausser l'image de la Côte d'Ivoire, un projet auquel adhère le leader mondial de l'église Aris. Nous le rassurons, ainsi que son Excellence le Président de la République, que ces intentions de prière, nous en faisons siennes, comme si c'était nous-mêmes. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question personnelle, individuelle, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et tout ce que nous pouvons faire, selon la capacité de chacun d'entre nous, selon son inspiration, c'est ce que nous devons faire. Et nous, en tant que religieux, nous ne pouvons qu'intercéder. Intercéder pour la paix, mais aussi pour la cohésion sociale, sans oublier le gouvernement conduit par le Premier ministre et son mandant, le président de la République Alassane Ouattara. L'église Aris, rappelons-le, est une communauté de foi fondée par le prophète William Wadé Aris en 1931. Voilà, toutes les forces vives sont mobilisées et engagées pour la réussite de la Cannes en Côte d'Ivoire. Un mot sur la loi des finances après examen et adoption des budgets des différents membres du gouvernement. Le budget de l'État pour l'année 2024 et son annexe fiscale ont été adoptés par le Sénat. Le projet du budget de l'État s'élève à plus de 13 700 milliards de francs CFA. Le point de la séance avec Kader Sogodogo. Durant 4 jours, les membres du gouvernement se sont succédés devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Après ces exercices, place à présent au projet de loi portant budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2024. Il s'élève à 13 720 milliards 704 681 985 francs CFA. Il est soumis par le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, en sa qualité d'émissaire du président de la République. Un budget global qui prend en compte les besoins cruciaux des populations. Vous savez que le président de la République tient à ce que les populations puissent bénéficier des programmes sociaux, que ceux de nos compatriotes qui sont en fait dans des conditions un peu plus difficiles puissent bénéficier de soutien. C'est pour cela que vous avez vu que des ministères comme la santé, l'éducation, le ministère de la solidarité, le ministère de la femme et de la famille, tous ces ministères ont eu des dotations qui leur permettront de mener des actions au bénéfice des populations. Un autre projet de loi présenté, l'annexe fiscale 2024. Il se veut un moyen efficace pour maintenir le rythme de la croissance économique avec un taux prévisionnel de 7% en 2024. L'inflation devrait baisser à 2,6% contre 3,7% en 2023.
Mobilisation des ressources, soutien aux entreprises, civisme fiscal, renforcement de la fiscalité environnementale en sont les maîtres mots. L'annexe fiscale vise à donner à l'État les moyens de pouvoir lever des ressources pour financer les priorités de développement. Notre pression fiscale aujourd'hui n'est pas à hauteur. Il s'agit pour nous de faire en sorte que nous puissions lever plus de ressources en faisant en sorte d'élargir l'assiette fiscale. Parce qu'il ne faudra pas que l'effort fiscal repose sur seulement un nombre limité de contribuables. Il faut que nous élargissions l'assiette fiscale de manière à ce que nous puissions lever les ressources nécessaires qui soient en conformité avec la dynamique de l'économie ivoirienne. La Commission des affaires économiques et financières du Sénat dit oui à l'unanimité au budget de l'État pour l'année 2024 et à l'annexe fiscale. Nous continuons de parler d'économie. Nouvelle équipe est à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le nouveau président et vice-président investis de la mission de diriger cette institution consulaire ont aussi pour objectif de travailler au financement du plan national de développement sur la période 2021-2025. La note s'élève à 59 000 milliards de francs CFA. Le point avec Léon Brou. Ils reçoivent les charges de leurs fonctions, puis Fama Touré et Zoumana Koulibaly sont investis président et premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire par le ministre du Commerce et de l'Industrie et son collègue en charge du portefeuille de l'État. Ces actes ouvrent officiellement la mandature 2023-2029, la deuxième des administrateurs de la Chambre consulaire du secteur privé industriel. Nous avons eu l'honneur, au cours de cette mandature, de participer justement à des séminaires gouvernementaux au niveau du paysage et le transit justement des marchandises inter-États. Nous avons obtenu de nouveaux outils et qui nous ont permis justement d'accomplir nos missions à la satisfaction et des opérateurs économiques et de l'État de Côte d'Ivoire. Ce nouveau mandat qui intervient dans un contexte de crise et d'émergence du commerce électronique, les administrateurs de la Chambre de commerce et d'industrie en mesurent les défis et les leviers à actionner sont nombreux de la vie de la tutelle. Le développement de l'offre locale par un entrepreneuriat national plus dynamique avec des champions nationaux capables de soutenir les ambitions économiques de notre pays. Pour atteindre un tel objectif, le partenariat État-secteur privé est plus qu'indispensable. Le gouvernement ivoirien compte ainsi sur une chambre de commerce et d'industrie plus forte, délivrant des services de qualité pour ses entreprises ressortissantes et contribuant de manière probante à la création de richesses et d'emplois pour nos jeunes et nos femmes. Les nouveaux dirigeants de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ont été désignés au terme d'un processus électoral de 4 mois, d'avril à août 2023, qui met fin au premier mandat de 6 ans du président Fama Touré. Rappelons que le plan de développement pour le bien-être des populations en Côte d'Ivoire, les stratégies du gouvernement ivoirien sont nombreuses pour assurer cette sécurité sociale dans notre pays. Et le pays est tous azimuts contre l'immigration clandestine. Et s'il le faut, les voies diplomatiques sont utilisées pour marquer l'engagement de la Côte d'Ivoire à endiguer ce phénomène. On en parle dans ce point de Jean-Marc Djedji. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, en séance de travail à Bruxelles sur invitation de la Commission de l'Union européenne. Il présente les acquis et dresse le bilan de la Côte d'Ivoire en termes de lutte contre l'immigration clandestine. C'était très bien que le ministre vienne. Il est venu, il a été écouté, il a eu des rencontres de très haut niveau avec des experts européens impliqués donc dans la gestion donc de la migration irrégulière notamment. Et donc les plaidoyers du ministre ont été entendus et les programmes ont été bien présentés. Avec tous les efforts déployés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, la jeunesse ivoirienne doit pouvoir contribuer au plein développement du pays et faire en sorte que l'image de notre pays soit celle-là qui mérite d'être véhiculée. Mais l'objectif final, c'est d'obtenir l'accompagnement continu des partenaires pour que justement ces efforts-là soient couronnés de succès. Le ministre Vagondo Diomondé a saisi l'occasion pour échanger et coopérer avec des personnalités du Parlement européen.
Et les jeunes sont soutenus jusque dans leurs actions sociales. L'exemple de ce don fait à la jeunesse des églises UESO de Côte d'Ivoire par le ministre Mamadou Touré, un financement de projets en vue de leur autonomisation. On en parle avec Jean-Michel Quasio et Dangui Dangui. Après avoir participé à un appel à projet, Anatra a rallié Abidjan pour réceptionner son chèque en vue de rehausser son activité en berne depuis 3 ans. Bon, c'est le projet de volaille, élevage de volaille. Avoir un financement pour pouvoir réaliser son projet, c'est quelque chose en tout cas qui donne boum au cœur. Anna n'est pas la seule bénéficiaire de ces dons. Comme elle, d'autres jeunes ont reçu leur part à l'occasion de la journée nationale des disciples d'Emmaüs, une initiative portée par le président de la jeunesse des églises UESO. Ces dons sont à 2 niveaux. D'abord, ils vont concerner les jeunes filles. Il s'agit au total de 38 jeunes filles qui vont recevoir ces projets. La deuxième vague, ce sera les jeunes gens qui vont recevoir 10 tricycles. Ces dons sont offerts par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à la faveur de l'année 2023, décrétée année de la jeunesse par le président de la République. Il s'agit donc de 10 millions pour le financement du projet, de tricycles pour accompagner les jeunes de cette église dans l'exercice de plusieurs activités, et puis une ligne pour accompagner l'église dans la construction d'un édifice. Créé en 1994, le mouvement des disciples d'Emmaüs de l'église UESO a pour objectif d'aider les jeunes à assumer leur autonomie financière. L'avenir des jeunes filles en situation de grossesse est aussi une préoccupation pour le gouvernement, surtout en ce qui concerne des jeunes filles en cours de scolarité. C'est un phénomène qui mobilise également les actions d'une ONG, l'ONG Jeunes Femmes Lève-toi. L'organisation travaille à la réinsertion dans le cursus scolaire de ces filles mères. Kadikone et Godfrey Okambawa. Quel avenir pour les jeunes filles en situation de grossesse en cours de scolarité? Parents d'élèves, enseignants, personnels de santé et organisations civiles s'interrogent au cours d'une réflexion sur la question. Ils veulent trouver des stratégies de prévention, mais également de réinsertion des adolescentes ayant déjà contracté une grossesse au cours de leur cursus scolaire. Une initiative de l'ONG Jeunes Femmes Lève-toi. C'est vrai qu'elles sont tombées enceintes, mais ce n'est pas la fin de toute chose. Il y a encore la possibilité de reprendre l'école. Il y a encore la possibilité aussi de se réinsérer dans la société. Ce n'est pas une fatalité et que vraiment elles prennent leur vie en main. À l'issue de cette rencontre, des recommandations sont faites. Que l'école accompagne les jeunes filles, puisqu'il y a un dispositif de report de scolarité qui existe, mais au-delà, d'éviter la stigmatisation des jeunes filles qui sont enceintes. En Côte d'Ivoire, 3588 cas de jeunes filles en situation de grossesse ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2022-2023. Selon la Commission nationale des droits de l'homme, les grossesses en milieu scolaire représentent les principaux obstacles à la poursuite de scolarité de la jeune fille. Parlons à présent du Grand Prix RAS. Il s'agit du prix d'une distinction attribuée par le réseau africain des communicateurs émergents. Ce prix pour cette année a distingué 10 nouveaux lauréats des artisans au développement, Ismaël Evrardeo et Davis Oyo. Le Grand Prix RAS des artisans de développement 2e édition livre son verdict. Le sénateur D. Paul reçoit le prix du meilleur acteur de développement et des œuvres de bienfaisance au profit des populations du Cavali. Diakarija Ouattara reçoit le prix spécial du meilleur praticien de Côte d'Ivoire. Herman Guivet, journaliste à la RTI, reçoit le prix du meilleur présentateur du journal télévisé 2023. 7 autres acteurs au développement sont récompensés pour leur dévouement et abnégation dans leurs différents domaines d'activité. Je peux dire que je suis un peu surpris parce que tout ce que je fais, c'est dans la discrétion. Et ce prix me permet aujourd'hui de dire ce que je fais dans la région, la proximité est toujours avec les parents. Je suis très content, mais le prix ne m'appartient pas, appartient à tous les Ivoiriens et tous les Africains et ma grande famille. C'est un prix qui vient nous booster à davantage d'efforts pour justement continuer
de donner le meilleur de nous-mêmes afin de continuer à donner satisfaction aux téléspectateurs. À travers cette action, le RAS, Réseau africain des communicateurs émergents, entend inciter les plus jeunes à prendre en exemple le parcours de ces modèles de réussite. Le président de la République, Alassane Ouattara, a décrété cette année comme une année de la jeunesse. Donc nous voulons tourner le regard de la jeunesse vers des personnes qui ont des belles idées, qui innovent, qui excellent dans leur secteur d'activité. Nous faisons des enquêtes, nous sommes accompagnés par des personnes, des experts qui exercent dans ce domaine-là, qui nous disent attention, voici des personnes depuis des années et qui travaillent bien, mais on ne parle pas d'eux. Il faut les encourager, il faut aller vers eux, il faut leur dire qu'ils font du bon travail, c'est des personnes à copier. Créée en 2021, cette plateforme se fixe pour mission de donner de la valeur à tout acteur de développement qui s'illustre par le travail. Intéressons-nous à présent à un festival inédit. Il s'agit du Festival international de l'art de la marionnette. Il s'est tenu ici en Côte d'Ivoire au mois de novembre. Une 3e édition donc qui s'est tenue cette année. Et au cours de cette édition, donc, des festivaliers sont venus de toute l'Afrique et même de l'Europe et ont participé à des spectacles de rue et des prestations artistiques de marionnettes autour du thème employabilité de la jeunesse à l'art de la marionnette. Kadi Koné et Jean-Marc Djadji nous en disent plus. Dans les ruelles du village d'Abata, dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, parades, danses et théâtre. Chacune des marionnettes symbolise des figures ayant marqué l'Afrique. Comme à Charleville-Mézières en France, Abidjan accueille depuis 3 ans son festival international de l'art de la marionnette. RIMA, rencontre de la marionnette d'Abata. Durant 3 jours, les festivaliers venus d'Afrique et d'Europe assistent à ces spectacles de rue. Avec un festival comme le RIMA, je suis persuadé que si, avec l'énergie et la volonté, mais aussi les amis internationaux, ce festival peut grandir. Et au lieu d'avoir 9 spectacles, il y en aura peut-être 25. Les marionnettistes ont compris les enjeux des arts marionnettiques, ont compris véritablement que les marionnettes est un art à part entière, un art qui s'inscrit au cœur des industries culturelles et créatives. Initié par l'Académie Ivoire Marionnette, ce festival se veut un espace de rencontre, d'échange et de promotion de l'art de la marionnette. La marionnette est un métier complet. C'est la somme de tous les arts. La marionnette fait appel au modélage, à la couture, à la sculpture, à la danse, à toutes les formes artistiques, au théâtre. Voilà, c'est un métier complet. Notre doléance est que dans l'école de la 2e chance, il faudrait que les métiers artistiques aussi, les métiers d'art soient pris en compte. Déjà, c'est un honneur de recevoir en tant que commune et ça va dans le sens du développement et nous ne pouvons que nous aligner. Cette année, la rencontre internationale de l'art de la marionnette s'est tenue sous le thème « Employabilité de la jeunesse à l'art de la marionnette ». Une réflexion qui met en lumière une profession méconnue en Côte d'Ivoire. Et 30 ans après le décès du père fondateur de la Côte d'Ivoire, artiste et personnalité des médias ivoiriens rendent hommage à feu le président Félix Houphouët-Boigny. Dans cet hommage, vous pourrez entendre Nanan Boigny, homme de paix, rassembleur généreux, très proche des acteurs du monde des médias, mais aussi des acteurs de la culture et du sport. C'est un élément de Serge Pacom Didi, commenté par Jean-Marc Djadji. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny. Ils sont nombreux, ces artistes de l'époque, à avoir rendu hommage à Nanan Houphouët-Boigny. Des chansons qui traversent les générations, comme c'est le cas avec Ato Boigny de Série Simplice, sorti en 1987. En gouro, ça veut dire orphelin. Donc, je suis un orphelin. Donc, j'ai eu un père comme Houphouët-Boigny. Vraiment, j'étais content d'avoir un président comme ça. J'étais vraiment fier de lui. Un grand bâtisseur. Je suis parti en Amérique par la grâce de Dieu et je trouve encore là-bas que Houphouët-Boigny, là, en Afrique, c'est lui qu'on respecte. Merci, président Houphouët. Les plus nostalgiques se souviennent de cette composition du concours 6e Sillon
conçu par feu Marcel Billy, présentateur-animateur vedette de l'époque à la RTI. Je me souviens, c'était en 1966. La direction de la RTI lui avait demandé à lui et à Sylvain Bailly-Zogbo de créer une émission pour célébrer le 6e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'était en quelque sorte un concours national de chant patriotique, 6e pour le 6e anniversaire de l'indépendance, et Sillon en référence à la terre nourricière, en lien avec la célèbre formule de Houphouët-Boigny, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et parmi les candidats de l'émission, on a vu débarquer une famille, un instituteur, Jean-Baptiste Yao et ses 3 enfants. C'est comme ça qu'on a entendu pour la première fois la chanson « Merci, Président Houphouët-Boigny ». Du coup, du jour au lendemain, cette chanson est devenue un véritable hymne dans toute la Côte d'Ivoire. Georges Taï Benson, animateur vedette de l'époque, et Thérèse Taba, l'une des doyennes du cinéma en Côte d'Ivoire, ressassent des souvenirs de leur relation avec le président Félix Houphouët. Je l'ai rencontré pour la première fois en 1968, lorsque nous faisions la tournée ivoirienne. Arrivé à Yamoussoukro, on devait jouer en plein air, et le président étant présent à sa résidence, a appris que la troupe nationale était dans sa ville. Donc il a envoyé les gens nous demander de démonter le décor puis d'aller à sa résidence. C'était la première fois que ma main se posait dans la main du président Houphouët-Boigny. Il nous a félicités et il a demandé à quelques-uns de nos aînés de revenir le voir le lendemain. Effectivement, ils sont allés le voir et il leur a donné la somme de 6 millions. En 1968, s'il vous plaît. C'était une fortune. J'ai été frappé aussi par l'humilité de cet homme, dont la puissance étatique était très forte, s'étendant à tous les pays avoisinants. Mais quand vous étiez avec ce monsieur, il avait les bras dans le dos. Il vous saluait presque chapeau bas. J'ai eu une carrière exceptionnelle parce qu'elle a été chapeautée par ce monsieur. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. C'est l'arme de ceux qui font passer les problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant les questions d'amour-propre, disait le président Félix Houphouët-Boigny dans un de ses nombreux messages de paix qu'il accompagnait toujours d'actions concrètes qui restent et resteront gravées dans les mémoires. Et voilà, homme de paix, humilité, générosité et respect. Voilà un bel hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire réalisé pour vous par Serge Pacom Didi. Du sport à présent avec le Ballon d'Or africain qui est attribué pour cette année aux Nigérians Victor Osimhen et Assissat Oshoala pour le Ballon d'Or féminin 2023. Le résumé de la soirée de récompense qui s'est déroulée hier par Salif Ouattara et Jean-Sylvain Resso. Après Rachidi Yekini, Emmanuel Amonike, Victor Ikpeba et Wanko Kanu, Victor Osimhen ramène le Nigeria sur le podium du prestigieux prix du meilleur joueur africain de l'année. Depuis 1999, aucun joueur nigérian n'avait réussi à s'imposer. Le panel a opté pour l'attaquant nigérian au regard de ses différentes performances de la saison. Grand artisan du retour de Naples comme champion d'Italie, Osimhen a inscrit 26 buts lors de cette saison victorieuse et se positionne sur toutes les tablettes, convoitées par les grosses écuries comme le Bayern et le Real Madrid. Cette distinction permet au Nigeria d'envisager sa préparation pour la CAN 2023 dans de belles conditions. À 24 ans, Victor Osimhen peut encore éditer l'exploit, surtout qu'il fait désormais partie de la cour des grands sur le continent africain. L'actualité hors de nos frontières au Sénégal, la justice examine à nouveau la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des listes électorales. Le tribunal de première instance de Dakar doit décider ce 12 décembre s'il faut radier ou réintégrer l'opposant sénégalais Ousmane Sonko sur les listes électorales. Une décision dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024 et qui fait suite à la décision de la Cour suprême de rejeter sa réintégration dans les listes. La Cour de première instance reprend donc l'affaire de A à Z et rejuge le différend qui oppose Ousmane Sonko à l'État du Sénégal sur le fond suite à sa condamnation le 1er juin dernier, on le rappelle, à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse sénégalaise. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est à 20h avec Fatou Fofana Camara. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI 1.